Édouard, on a fait une première séance sur l'histoire de la monnaie et de la convertibilité monétaire. On a promis, on va tenir notre promesse aujourd'hui, de faire une séquence sur le dollar, et je vais le simplifier comme ça, dollar et ordre mondial au XXe siècle. Oui. Tu as commencé à nous dire lors de la séance précédente que dès le début du XXe siècle, les Américains considéraient que le dollar était une arme d'expansion, oui, même de domination. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus ? Alors, l'histoire monétaire américaine est absolument passionnante. D'abord parce que, on ne le sait pas souvent, les États-Unis ont été parmi les tout derniers à se plier à l'ordre monétaire anglais, à l'ordre monétaire britannique, puisqu'ils n'ont abandonné le bimétallisme que dans les années 1880. Jusqu'aux années 1880, il y a encore un étalon argent à côté de l'étalon or. On ne sait pas non plus, souvent, que le premier parti populiste de l'histoire, c'est un parti américain qui défendait le maintien de l'étalon argent. Les Trumpiens de l'époque, en fait, sont partis en guerre contre les grandes villes de la côte Est, où se trouvaient les banques, les grandes banques américaines, qui étaient très liées aux banques de la City. Et il y a eu effectivement tout un mouvement pour rallier au forceps les États-Unis à l'ordre monétaire britannique. Alors c'est quelque chose qu'on a oublié, mais il y a une grande nostalgie du dollar argent qui court à travers l'histoire américaine. On voit ressurgir le thème, et d'ailleurs souvent on ignore que quelques mois avant sa mort, John Kennedy avait autorisé la réintroduction d'un dollar argent. Parce que pour lui, c'était une façon de parer à ce qu'il sentait venir. C'était la crise monétaire qui a été celle de Bretton Woods, hein, on en reparlera, le moment où certes les États-Unis avaient encore des réserves d'or très, très abondantes, mais comme les autres pays devenaient compétitifs, productifs, et vendaient beaucoup aux États-Unis, eh bien l'or sortait de Fort Knox, et donc les dirigeants américains se sont demandé pendant 10 ans comment parer à ça. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que donc dans ce monde ancien de la convertibilité de l'étalon or, la valeur de la monnaie était calée sur la valeur de l'or, et la valeur de l'or était calée sur la quantité d'or dont chaque pays disposait. Voilà. Et en principe, ne pouvait pas émettre plus de monnaie que la quantité d'or dont il disposait. Effectivement, alors, pas plus de monnaie, on pouvait émettre des moyens de crédit qui dépassaient le stock d'or, mais c'est parce que ça n'était que des moyens de crédit. Il serait remboursé un jour. Voilà. Pour aussi, je ne crois pas qu'on l'ait dit lors de la première séance, le ratio or-argent, historiquement, il est de 1 à 8 à 1 à 15, selon les époques, selon la quantité d'or à disposition. On a un ratio, donc ça dit bien le rapport entre l'étalon or, qui est vraiment l'instrument ultime de l'épargne et du commerce mondial, et l'argent qui a servi jusqu'au 19e siècle comme un étalon local. Bon. Je fais dont une la parenthèse. quantité disponible est plus importante. Est plus importante, et ce qui est très important pour l'économie, parce que moi j'ai beaucoup de sympathie pour tous les défenseurs de l'étalon or, et nous avons eu par exemple Jacques Rueff en France, un grand économiste libéral, et qui a beaucoup conseillé le général de Gaulle, en particulier avant sa conférence de presse de 65, mais effectivement les adversaires de l'étalon or comme Keynes ont toujours mis le doigt sur le côté potentiellement déflationniste de l'étalon or. Quand il n'y a pas assez de nouvelles extractions d'or, pas assez d'or mis en circulation, on peut avoir une contraction de l'économie
l'économie, en particulier de l'économie locale. Donc c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait un deuxième étalon ou plusieurs autres étalons métalliques, des métaux précieux. Les Américains, eux, à la fois sous la pression des grandes banques de la côte Est et sous la pression britannique, ont renoncé à l'étalon argent, mais ils n'ont pas renoncé à disposer de suffisamment de liquidités, puisqu'ils avaient conscience, et les banquiers new-yorkais eux-mêmes avaient conscience de du potentiel déflationniste de l'étalon or. Et pour une économie en pleine expansion industrielle comme les États-Unis à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il fallait une parade. Et c'est là que a commencé à se forger l'idée, bon, on n'a plus qu'un seul étalon monétaire, mais le dollar est aussi bon que l'or. As good as gold. Hein. Il y a eu ça pendant un temps sur les billets américains. Et donc c'est la raison pour laquelle les Américains, après avoir créé la Federal Reserve en 1913, les Américains... dont on redit que c'est en réalité un consortium de banques privées. C'est un consortium de banques privées, c'est le consortium de ces banques privées qui avaient supprimé l'étalon argent, qui s'étaient ralliés au système de l'étalon or, mais qui n'en sont pas restés là, qui ont décidé qu'ils allaient établir le dollar comme une monnaie équivalente à l'or. C'est la raison pour laquelle en 1916, Benjamin Strong, qui était le vice-président de la Fed, a très clairement exprimé l'intention américaine, après la guerre, de ne pas remettre en circulation tout l'or accumulé à la faveur de la guerre, hein, puisque les Britanniques et les Français payaient en or. L'armement qu'on achetait aux États-Unis était payé en or, donc les réserves d'or allaient aux États-Unis. Et les Américains avaient peur qu'on leur rembourse pas leur dette un jour, donc ils se faisaient payer en or. Mais Benjamin Strong dit très clairement, on ne remettra en circulation qu'une partie de cet or, le reste, ça sera du billet vert, du dollar. Alors, entendons-nous, ça peut être des obligations, ça peut être beaucoup d'autres choses. Le Trésor américain a développé beaucoup de créativité tout au long du XXe siècle, mais c'est fondamental parce que c'est une rupture dans l'histoire monétaire. Exactement comme un siècle plus tôt, on se rappelle, 1820, les Britanniques avaient décidé d'arrêter le double étalon, le bimétallisme. Ils étaient passés à l'étalon unique, l'étalon or. Rupture. Eh bien, les Américains produisent une rupture du même type, et cette rupture, c'est le passage à un double étalon, le retour à un double étalon, sauf que c'est l'or et le dollar. C'est ça qui se passe, c'est ça le phénomène essentiel du début du XXe siècle. À partir de là, on y avait fait allusion hier, effectivement, lorsqu'ils ont financé la reconstruction de l'Europe dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20, lorsqu'ils ont, par exemple, aidé l'Allemagne à payer ses réparations en lui mettant des prêts à disposition, eh bien finalement, les Américains ont beaucoup plus utilisé le dollar, le billet vert, que l'or. Parce qu'ils voulaient thésauriser l'or, le garder pour eux, de manière à conserver la valeur du dollar qu'ils émettaient. Parce que le paradoxe, c'est qu'en même temps, les Américains comprennent bien implicitement que la monnaie papier n'a de valeur que si elle a une contrepartie matérielle. Et cette contrepartie matérielle, à l'époque, c'était l'or. On reviendra aux années 70 où ça change. Alors, à partir de là, effectivement, on est devant l'ambiguïté de ce double étalon. On a quelque chose qui se met en place dans les années 20 qui s'appelle le Gold Exchange Standard, qui dit que la livre et le dollar peuvent être changés en or, et qui, à partir de là, reconnaît une sorte de triptyque qui serait l'étalon de l'économie internationale, la livre, qui en fait a beaucoup de mal à tenir son rang, le dollar et l'or.
Alors tout ça marche qu'à un cas. La France, elle, reste fidèle à l'État noir, c'est le franc Poincaré de 1928. D'ailleurs, il faut dire que les Français ont bien géré leurs finances et ont bien géré leur monnaie dans l'entre-deux-guerres. Au prix d'une forte dépréciation avec ce Poincaré de 1926-1928. Trois quarts, hein, une dépréciation de presque 80%, acceptée de manière réaliste. Ça correspondait effectivement à une dévaluation du franc qui était liée à l'ampleur de l'effort de guerre. Le problème, c'est que les Anglais, eux, s'accrochaient à une livre non dévaluée. Et puis, surtout, le problème le plus important, c'est qu'avec la crise de 1929, les Américains systématiquement rappellent leur dollar vers les États-Unis, ce qui assèche totalement le marché monétaire européen. Alors, la France et la Grande-Bretagne réussissent à tenir parce que leurs réserves d'or restent conséquentes, mais on se rappelle que les réserves d'or allemandes avaient été livrées dans le cadre des réparations, donc on ne comprend pas la crise économique atroce que vit l'Europe centrale, l'Allemagne, l'Autriche et d'autres, sans ce phénomène-là, qui est l'assèchement des liquidités par les Américains. Un assèchement des liquidités que Roosevelt aggrave encore lorsqu'il arrive au pouvoir, puisque l'une de ses premières mesures, c'est de décider d'interdire la sortie d'or des États-Unis et de confisquer l'or privé, l'or des particuliers, pour que tout aille dans les caisses de la Federal Reserve pour pouvoir financer ce qu'on appellera le New Deal, la relance de l'économie, grâce à un dollar appuyé sur des réserves d'or. Et on sait que, pour prendre simplement un repère, en 1944-45, au moment où démarre Bretton Woods, il y a 75% de l'or mondial qui est dans les caisses des États-Unis. Alors, ce qu'il faut dire, premièrement, c'est que, même si ça ne plaît pas, il faut le dire, nous sommes des libéraux, la politique de Roosevelt a eu peu d'effet dans les années 30, le chômage n'a reculé que très lentement, et le financement de l'économie par la planche à billets, même adossé à des réserves d'or considérables, c'est pas ça qui a relancé l'armée américaine, c'est l'industrie de guerre qui a relancé l'économie américaine à la fin des années 30. Premièrement. Deuxièmement, effectivement, on a un phénomène troublant, c'est que Roosevelt a, en asséchant monétairement l'Europe, a permis, objectivement, je ne dis pas que c'était intentionnel, mais il a facilité l'arrivée et l'installation et la durée des nazis au pouvoir, puisque ça a été un des arguments les plus forts des nazis, et on voit d'ailleurs que Mussolini se radicalise aussi face à cette situation, et c'est là qu'il commence à se rapprocher d'Hitler. Ça a été un des arguments les plus forts de dire, vous voyez, les méchants États-Unis qui veulent détruire notre économie, qui nous ont pris tout notre or, etc. Donc effectivement, ensuite... Ce qui a aussi nourri le mythe de la finance américaine. Exactement. De la cupidité des financiers américains. Voilà, et c'est quelque chose que souvent on ne voit pas, c'est que la grande hostilité d'Hitler, Hitler déteste le communisme et il déteste l'Union soviétique, mais il méprise en fait, il a tort, puisque finalement la Wehrmacht se brise sur l'armée rouge, mais il méprise le communisme soviétique, alors qu'il a très peur de la puissance américaine, mais dans la mesure où c'est une puissance financière. Et lui-même, il se trouve devant la nécessité de financer l'économie allemande, et il va le faire par l'autarcie, par l'inflation, puis par le pillage des ressources des pays voisins, puisque à chaque fois que l'Autriche, la Tchéquie, la Pologne, la France sont envahies, et bien à chaque fois les ressources des banques centrales sont pillées systématiquement. Je rappelle que la France devait livrer pendant la guerre l'équivalent à un montant de 400 millions d'anciens francs par jour, ce qui est tout à fait considérable. Pour revenir au sujet, effectivement, le gros problème des années 30
Et lorsque les experts se mettent à réfléchir sur l'ordre monétaire d'après-guerre, le gros problème qu'ils voient, c'est l'assèchement des réserves métalliques du monde au profit des États-Unis. Alors il y a les Américains... Ce qui crée de la déflation. Ce qui crée c'est la grande angoisse de la déflation. C'est la grande angoisse de la déflation. Donc à partir de là, il y a deux solutions qui sont proposées. Il y a la solution classique, celle qui finit par l'emporter, où les Américains disent eh bien nous allons remettre l'or en circulation. On revient en gros au système des années 20 où le dollar peut être changé en or, mais les Américains ne s'opposent plus à la sortie d'or des États-Unis. Ça va d'ailleurs leur poser un problème dans les années 60, puisque ils étaient passés de 75% des réserves d'or du monde à moins de 50%. Et la dynamique s'accélérait. Alors il y avait la vision alternative de Keynes. Donc là nous sommes à la conférence de Bretton Woods en 1944. Et Keynes a essayé d'imposer un élément d'alternative qui était une monnaie, le Bancor, fondée sur un panier et relativisant en fait les réserves d'or des États, fondée sur un panier où entraient des matières premières et d'autres éléments de calcul. C'est un système relativement compliqué. En plus, à l'époque, on n'avait pas les ordinateurs qui permettent de calculer très vite où en sont les différents pays de ce point de vue-là. C'est la solution la plus pratique qu'il a emportée, celle de la remise en circulation de l'or mondial. Et c'est un système qui permet la reconstruction de l'Europe, du Japon. C'est un système qui aurait été ouvert d'ailleurs à l'Union soviétique si elle ne s'était pas fermée aux flux économiques occidentaux. Je rappelle que l'Union soviétique a refusé le plan Marshall que les États-Unis lui ont proposé. Et à partir de là, on voit bien que les 30 Glorieuses ont été construites sur le fait qu'il y avait assez de liquidités qui circulaient. D'une part, il y avait l'or qui était remis en circulation de facto, et puis les dollars qui étaient émis et qui étaient nombreux et qui servaient aux Américains à acheter un certain nombre de marchandises à travers le monde. Ces dollars, on avait confiance parce que le système était bien régulé et qu'on savait que théoriquement, c'est-à-dire ce que fait De Gaulle dans les années 60, on pouvait aller se présenter aux États-Unis et réclamer de l'or plutôt que des dollars. On rendait ces dollars, on prenait de l'or. Donc ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est qu'en 1944, ce qu'on décide, c'est qu'au fond, il y a une convertibilité hors dollar et que le moyen de paiement quotidien, ce sera le dollar, dont la quantité émise est limitée par la quantité d'or détenu par les États-Unis. Voilà, il y avait un taux fixe entre le dollar et l'or qui était de 35 $ pour un once d'or, donc c'est quelque chose qui reste stable pendant une petite vingtaine d'années. Au début des années 60, il y a un problème évident, c'est le fait que la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Grande-Bretagne, dans une grande mesure, se sont reconstruites, ont reconstruit leur industrie civile et sont redevenues des économies compétitives qui concurrencent les produits américains. Il y a on a toujours tendance à se battre la coulpe, mais il y a des domaines dans l'industrie chimique, dans la sidérurgie par exemple, où la France, à la fin des années 50, au début des années 60, était redevenue concurrentielle. L'industrie pharmaceutique, la France concurrençait facilement les produits américains. Même chose pour l'Allemagne, même chose pour l'Italie aussi, qui a eu une reconstruction absolument remarquable. Alors, quelle est la conséquence de tout ça? On la comprend bien, c'est qu'à un moment, il y a un surplus de dollars à travers le monde. Alors, il y a d'autant plus un surplus de dollars que les transactions pétrolières, ça c'est un autre accord important en 1945, après Yalta, Roosevelt signe un accord avec les Saoudiens pour que les transactions pétrolières mondiales se fassent en dollars.
Et le dollar, vu la consommation de pétrole de la reconstruction économique, le dollar circule d'autant plus. Il commence même à y avoir un marché propre de ce qu'on appelle les pétrodollars. Et donc, un certain nombre de pays se posent la question de dire, mais est-ce qu'il ne faudrait pas dévaluer le dollar par rapport à l'or? Ça aurait un avantage, par exemple, pour un pays comme la France qui possède des quantités d'or respectables, d'augmenter effectivement le montant de ses réserves. Tout ça aboutit à une véritable crise. Alors, la crise dans les années 60 se déroule en plusieurs étapes. Il y a d'abord Kennedy, je le disais, qui dit on va réintroduire un dollar argent, ce qui va stabiliser le dollar, ce qui va permettre aussi une consommation intérieure, de doper la consommation intérieure. Et puis après son assassinat, c'est écarté. Et la spéculation contre le dollar continue sur les marchés mondiaux. Alors on s'attaque d'abord à la livre, qui est la monnaie la plus fragile, et puis ensuite on s'attaque directement au dollar. C'est là que le 5 février 1965, De Gaulle fait une conférence de presse absolument magistrale. D'ailleurs, Jacques Rueff disait il y a des choses que j'ai comprises en l'écoutant, ce qui n'était pas un mince compliment de la part de ce très grand économiste qui aurait mérité le prix Nobel si le prix Nobel avait déjà existé à cette époque, le prix Nobel d'économie. Et De Gaulle plaide pour un retour à ce qu'il appelle le système d'avant les malheurs du monde, c'est-à-dire d'avant 1914, c'est-à-dire le retour à l'étalon or, avec l'idée très importante chez De Gaulle que la monnaie universelle ne peut pas dépendre de la politique d'un pays, aussi puissant soit-il, puisque aussitôt ça biaise les relations économiques internationales. Alors, il faut dire que les Américains ont eu très peur que De Gaulle déclenche une sorte d'avalanche. Une guerre monétaire. Et puisque la France je crois que on a même envoyé la marine militaire pour récupérer symboliquement, pour ramener des lingots de Fort Knox. De Fort Knox. D'ailleurs, la plaisanterie à la fin des années 60, on appelait De Gaulle Goldfinger par référence au fameux James Bond. Il était devenu le grand méchant pour les Américains parce qu'il voulait piller Fort Knox. Voilà. Et il a peut-être été plus efficace que Goldfinger en fait. Bon. Les Américains font tout pour empêcher les autres pays européens de se joindre à la France. Quand on réfléchit à l'unification de l'Europe, il s'est passé quelque chose de décisif à cette époque. Alors il y a eu deux façons de faire, avec une finesse qu'on imagine bien quand on la reconstitue. Les Américains vont voir les Allemands et leur disent: vous vous rappelez quand même où vous étiez en 1945 et que c'est grâce à nous que vous vous êtes reconstruits, donc vous restez gentils s'il vous plaît. Ce sur quoi les Allemands de l'Ouest s'exécutent. Mais il y a aussi une diversion qui est lancée. Le premier projet de ce qui deviendra l'euro est lancé dans ces années-là, 67-68. Les premiers rapports sur la future monnaie européenne, c'est dans ces années-là. Et dès le départ, dans cette monnaie européenne, il y a une ambiguïté dans les projets, parce que c'est une bonne idée de faire une monnaie européenne pour se consolider face au dollar. Et après tout, De Gaulle n'a jamais été un nationaliste de la monnaie. Il pensait au contraire qu'il fallait que la monnaie soit universelle. Mais tout est fait dès les premiers projets qui concernent ce qui deviendra l'euro, pour que l'euro ne puisse pas faire de mal au dollar. C'est ça en fait le défaut de construction de l'euro. Et à partir de là, les Américains continuent à gamberger parce que quelle que soit leur manœuvre politique, le dollar continue à être attaqué. Et puis il y a la montée des dépenses militaires, il y a le coût de la guerre du Vietnam, il y a la politique de welfare state, d'État-providence de Johnson. Tout ça s'accumule et fait monter les dépenses, les déficits américains.
Et c'est là que... Donc c'est là qu'il faut bien expliquer que comme il y a une expansion des dépenses publiques, il y a fabrication de dollars, on fait tourner la planche à billets, et donc la corrélation théoriquement arithmétique entre la quantité de dollars et la quantité d'or est perdue, et il y a plus de dollars que d'or. Voilà, et on peut, si tout le monde se mettait à vendre ses dollars contre de l'or, finalement, on s'apercevrait qu'il n'y a plus assez d'or par rapport au taux officiel. D'ailleurs, il y a un marché de l'or, il y a un marché officiel de l'or et un marché officieux. Et on voit que la pression est énorme sur le taux de change entre le dollar et l'or. Alors, c'est au fond une forme de crise de confiance. Les gens se disent le dollar est une monnaie de singe. Voilà, et les Américains sont confrontés à ça. À partir de là, ils avaient plusieurs solutions. La première, c'était effectivement de dévaluer le dollar, de dire qu'il fallait plus de dollars pour la même quantité d'or. Sauf qu'ils l'écartent pour des raisons de prestige. Et puis, il faut se mettre à la place des Américains. Ils ont le dollar qui est en position de force. Ils ont un appareil de défense qui impressionne leurs alliés. Et c'est commode. Plutôt que de se dire on va dévaluer le dollar et il faut redevenir compétitif pour qu'éventuellement la valeur du dollar remonte. Et donc c'est là que Nixon joue un rôle absolument décisif, puisqu'il va même plus loin. Au tournant des années 70. Le 15 août 1971, Nixon prend une décision dont je pense jusqu'à aujourd'hui on n'a pas mesuré la portée. C'est la première fois dans l'histoire du monde que depuis 6000 avant Jésus-Christ, on va dire que la monnaie n'a plus de référent métallique, puisque Nixon coupe le lien officiel entre le dollar et l'or. Alors, un secrétaire aux finances américain le dira brutalement, le dollar c'est notre monnaie, c'est votre problème, dira-t-il aux Français qui se plaignent, John Connolly. Mais ça va plus loin que ça, parce que ça crée un système absolument inouï où le dollar est toujours la monnaie de réserve, parce que ça, Nixon n'y touche pas, évidemment. Et donc, comme l'économie mondiale est en pleine expansion, il faut toujours plus de dollars, et ce toujours plus de dollars est une aubaine pour les Américains, qui, grâce à ça, peuvent financer leur déficit, peuvent refinancer leur industrie à moindre coût et sont en mesure de contrôler toute l'économie mondiale, ce qu'ils ne pouvaient pas complètement dans la phase d'avant. Alors, le 15 août 71, c'est le début d'une nouvelle phase de l'histoire qui va jusqu'à aujourd'hui. En fait, on voit qu'aujourd'hui, ce système est en train de s'effriter, assez rapidement même, mais il faut comprendre ce que ça veut dire, c'est-à-dire que tout d'un coup, les Américains ont intérêt à s'endetter pour que l'économie mondiale ait suffisamment de liquidité. Donc on voit la perversité du système qui est mis en place. J'imagine pas, Eric, que tu ailles voir ton banquier en lui disant j'ai le droit de m'endetter à volonté et s'il y a un problème, pour réduire mon déficit, vous prenez sur les comptes de vos autres clients. Si, alors je lui dis, mais il m'attaque en justice. Voilà, les Américains se sont permis ça à l'échelle internationale. C'est comme ça que ça s'est passé en fait. Et donc, le système qui est mis en place, alors il faut le tester parce que c'est, comme je le disais, c'est absolument nouveau dans l'histoire du monde. Et il faut se rappeler l'hyperinflation allemande du début des années 20. Le trop de papier-monnaie a tué le mark de l'ancien mark. Il faut se rappeler quand même l'épisode de Lass, John Lass, au début du XVIIIe siècle en France, avec l'émission
d'émission de bons d'action et de papier-monnaie qui a fini en banqueroute. Au début de la Régence, juste après la mort. Juste après la mort de Louis XIV. Bon, donc c'est d'ailleurs dans la littérature mondiale, le second Faust présente ce thème-là. Que fait Méphistophélès? Il fabrique de la monnaie à volonté pour l'empereur d'Allemagne. Mais pour un contemporain de Goethe, vers 1830, c'était quelque chose dont il fallait se méfier. Et justement, c'est Méphistophélès qui fait ça. Et bien là, ceux qui jouent le rôle de Méphistophélès, ce sont les grands argentiers américains qui mettent à la disposition du monde des dollars. Alors, mais ce qui a permis, ce qu'il faut bien préciser pour que j'en comprenne, ce qui a permis de stabiliser globalement les prix malgré ce recours à la planche à billets, c'est le fait qu'un certain nombre de pays aient stocké du dollar comme valeur refuge, comme monnaie de réserve. Alors, ça n'a été stabilisé, effectivement, qu'avec deux mécanismes supplémentaires. Le premier, et on oublie toujours de le dire, c'est qu'il y a eu une dévaluation reconnue du dollar de fait, puisqu'il y a eu le choc pétrolier, les deux chocs pétroliers en fait, celui de 73 et celui de 78, et qu'à cette occasion-là, on a reconnu la dévaluation du dollar, puisque les prix du pétrole sont montés. Évidemment, les Saoudiens et d'autres, voyant que le lien entre le dollar et l'or était coupé, se sont dit que leurs avoirs en dollars perdaient en valeur. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait monter les prix du pétrole. Donc en fait, c'est très important de comprendre qu'il n'y a pas de papier-monnaie pur. Il y a toujours une contrepartie matérielle. On est sorti de l'étalon or, que Bretton Woods était encore de facto, en tout cas entre le dollar et l'or, et on est entré dans un étalon pétrole. En fait, c'est quelque chose d'absolument fondamental. D'ailleurs, on ne comprend la raison des guerres américaines du début des années 90 contre l'Irak ou du début des années 2000 que dans la mesure où les Américains voulaient défendre leur contrôle des réserves pétrolières de l'Irak, bien sûr, mais aussi des Saoudiens. Il fallait dire aux Saoudiens, vous vous tenez tranquilles, hein, pas de bêtises. Pourquoi? Parce que les prix du pétrole en dollars était le thermomètre de l'économie mondiale en fait, et c'est ce qui garantissait la valeur du dollar. Aujourd'hui... Est-ce que tu es en train de nous dire que les Américains ont besoin de rationner la production de pétrole pour maintenir une valeur minimale du dollar? Alors selon les moments, oui. Quelquefois, ils ont eu besoin, au contraire, de faire baisser les prix du pétrole. À d'autres moments, ils ont eu besoin de le faire monter, mais il y a toujours eu une dimension de manipulation des prix du pétrole. À partir de la fin des années 70, parce qu'il y avait quand même une forte poussée inflationniste dans les années 70, on se le rappelle, il y a eu un deuxième mécanisme qui a été mis en place. C'est là que les théories de Milton Friedman sont devenues les théories dominantes de la politique occidentale. On a décidé qu'il fallait, de manière tout à fait ostentatoire, j'allais dire, limiter les déficits. Alors, il y a un peu un jeu de dupes. Parce que, je continue, les déficits sont producteurs de planches à billets et que donc plus on est déficitaire, plus on produit de la dépréciation du dollar. Et donc, pour maintenir la réputation du dollar, pour avoir l'air de maîtriser les choses, il fallait afficher des politiques de réduction des déficits publics. Ce qui est compliqué à comprendre, et c'est là que pour nous les libéraux, il ne faut pas être dupe de ce qui s'est passé. D'un côté, il y a eu des politiques de privatisation, par exemple, pour la réduction des déficits publics, qui ont été très bienvenues et qui ont dopé certains secteurs. Mais de l'autre, les États ont été souvent moins vertueux qu'ils n'en avaient l'air. Les États-Unis, par exemple, avec Reagan, oui, ils ont réduit un certain nombre de postes du budget, en particulier les dépenses sociales, mais ils ont laissé filer le budget militaire. On a une situation en fait tout à fait étonnante, c'est que entre 1980 et 1992, Reagan et Bush,
les Américains ont mis en circulation autant de dollars nouveaux qu'il y en avait eu en circulation dans l'histoire précédente depuis la fondation des États-Unis. Donc il faut se rendre compte de ce que ça veut dire, et c'est paradoxal, mais précisément les prix du pétrole avec l'éventuel rationnement, le monétarisme, la réduction des déficits, très ostentatoire du point de vue des dépenses sociales, s'est accompagné d'une expansion inouïe des dépenses militaires. C'est d'ailleurs là que les soviétiques ont dit « nous on ne peut pas suivre », et ils ont arrêté la guerre froide, et aussi d'une expansion d'un certain nombre de secteurs qui ont bénéficié d'énormes liquidités. On pense au marché d'actions jusqu'au crack de 1987. On pense par exemple à un secteur, on ne comprend pas la transformation du sport professionnel si on ne voit pas que le sport a absorbé énormément des liquidités en fait l'obsession, il faut bien faire comprendre que normalement des liquidités surabondantes, ça crée de l'inflation. Or, toute l'astuce des banquiers centraux américains et de leurs acolytes, de ceux qui suivent la politique à travers le monde, c'est de savoir comment on fabrique de plus en plus de liquidités tout en évitant l'inflation. Et c'est là que, par exemple, les marchés d'actions, le marché immobilier, le marché du sport ont absorbé des quantités énormes de liquidités, avec des crises régulières, mais on sait qu'après chaque crise, 87, 2001, 2008, on n'est pas devenu raisonnable. Au contraire, on a même quelquefois les États qui en ont rajouté. On n'est pas devenu raisonnable parce qu'on se disait, on a trouvé la pierre philosophale. On peut à la fois fabriquer autant de monnaie qu'on veut pour financer l'activité, pour s'endetter, et puis d'un autre côté, ça ne crée pas d'inflation. Alors, miracle pour les Américains et les Occidentaux, fin du bloc soviétique, ouverture de la Chine et du reste du monde, une partie du monde communiste ou anciennement communiste qui s'ouvre à l'expansion des capitaux américains et occidentaux. Et pour éviter qu'il y ait de l'inflation à domicile, qu'est-ce qu'on a fait? On a délocalisé, on est allé produire avec une main-d'œuvre à très bon marché, très loin de chez nous, surtout que le transport ne coûtait rien, surtout que le pétrole ne coûtait... était sous contrôle. Il était sous contrôle. Et donc, la mondialisation, c'est aussi un moyen de permettre la production monétaire surabondante sans hyperinflation. C'est ça le système qui est d'ailleurs un économiste américain qui a été, je crois, vice-président de la Banque mondiale, Stanley Fischer, le dit en 2004. J'ai très clairement le souvenir d'une interview dans le Financial Times où il le dit avec un cynisme consommé. Il dit mais heureusement les ouvriers américains, les salariés américains ne peuvent pas réclamer d'augmentation de salaire parce que sinon on les menace de délocaliser encore plus. Donc le système était parfait. Et il faut comprendre donc que ce qui s'est mis en place en 1970, c'est un système inédit et un système de production surabondante de monnaie américaine qui permet ensuite une expansion de la masse monétaire dans les différents pays. Et qui permet de financer l'économie mondiale, premièrement, ce qui a été utile pour la croissance, deuxièmement, de s'endetter, ce qui a permis aux États d'être paresseux, et troisièmement, qui permet en fait, qui est une chance qui est saisie par beaucoup de pays, à commencer par la Chine, qui se disent, si les Occidentaux se mettent à vivre à crédit, nous, on va être sérieux, on va être producteurs, et on va leur vendre, puisqu'ils ont de quoi nous acheter. La corde qui servira à les vendre. C'est une façon, d'ailleurs, le régime chinois, finalement, a très intelligemment repris la nouvelle politique économique de Lénine, mais Lénine l'avait pensé dans un cadre restreint, dans des conditions très difficiles. Les Chinois avaient le temps devant eux et ils ont finalement mis en place une sorte de capitalisme dans le socialisme, puisque ça restait la structure, et on rejoint la fameuse formule de Lénine, ils nous donneront la corde pour les pendre. Alors, il faudrait parler d'autres sujets parce que le système a été plein de dysfonctionnements.
évidemment, il y a eu aussi l'endettement d'un certain nombre de pays qui ont eu d'abord de l'argent facile dans les années 70, puis qui après ne pouvaient plus suivre parce que, bon, les États-Unis, avec tous leurs défauts, ils ont quand même gardé un appareil productif suffisamment important, et d'autres pays. Mais il y a un certain nombre de pays qui n'avaient pas encore de base industrielle, qui se sont endettés avec des dollars et qui ensuite avaient la corde au cou. On connaît les politiques du FMI, le consensus de Washington, mais ce qu'on essaye de faire dans cet entretien, c'est de mettre tout en rapport. Alors on voit, ça permet d'éclairer aussi, et on va peut-être finir là-dessus, la politique française. Prenons le début des années 80. Le monde est vraiment trop injuste parce que François Mitterrand et son gouvernement, par rapport à l'endettement américain, ils veulent s'endetter un tout petit peu. C'est rien par rapport à ce que les Américains pratiquent depuis 1971 ou même depuis les années 60. Mais les marchés sont trop méchants. Les marchés sont trop méchants parce que qu'est-ce que la France peut offrir en contrepartie? Elle n'a pas de monnaie internationale comme le dollar. Et puis en plus, les marchés sont trop méchants parce que depuis 68, ils ont un préjugé défavorable vis-à-vis de la France et un préjugé favorable vis-à-vis de l'Allemagne. Et donc ils jouent toujours le franc à la baisse et le mark à la hausse. Et les Allemands d'ailleurs, de façon intelligente, avec une certaine habitude de gérer leurs finances publiques, aussi le mauvais souvenir de l'entre-deux-guerres, eh bien les Allemands, eux, sont rentrés à fond dans le cadre du monétarisme. Et ils imposent à l'ensemble de l'Europe une régulation monétaire copiée largement sur les idées de Milton Friedman et d'une certaine manière beaucoup plus fidèle à ce que dit Milton Friedman. Donc, qu'on ait bien compris, Friedman réfléchit à la manière de contenir les déficits indépendamment d'un étalon métallique pour la monnaie. Et c'est pour ça que sa doctrine s'applique très bien à un système de papier-monnaie. Et donc les Allemands, ils font ça merveilleusement pour eux-mêmes et ils imposent ça progressivement au reste de l'Europe. Et c'est comme ça que la France s'est alignée sur le monétarisme allemand pour lutter contre l'inflation générée par la politique monétaire américaine. Mais les Américains pouvaient se permettre certaines choses. Les Britanniques, dans une certaine mesure, ont pris le meilleur des deux mondes, et Madame Thatcher, de ce point de vue-là, c'est très bien débrouillé. Les Allemands, eux, ont dit non, non, pas de déficit, on fait même pas semblant, on est rigoureux, et vous, les Français, alignez-vous sur nous. C'est l'origine de l'euro. Alors l'euro a eu, aux yeux de ceux qui le défendaient, cette vertu, qui était, voilà une monnaie gérée même plus rigoureusement que le dollar, mais en réalité, c'était dans un environnement international où les Américains étaient toujours maîtres du jeu, et d'ailleurs comme l'euro était quantitativement moins important que le dollar, l'euro est monté par rapport au dollar, ce qui a plutôt handicapé une économie comme l'économie française qui avait besoin de jouer sur une monnaie pas trop forte pour pouvoir exporter. Sauf que on l'a utilisé comme des passagers clandestins, on a accepté la désindustrialisation et on a pris les déficits. Voilà. On s'est clubmédisé. C'est une autre histoire, c'est que nos présidents successifs, Mitterrand, Chirac, surtout Chirac d'ailleurs, se sont dit instinctivement comment est-ce qu'on peut faire. Et il y a eu une sorte, j'allais dire de divine surprise, mais on dira que c'est une polémique facile vis-à-vis de Jacques Chirac. Chirac a compris qu'à l'abri des taux d'intérêt français alignés sur les taux d'intérêt allemands, tout le monde ayant confiance dans la gestion allemande de la monnaie, dans l'épargnant allemand, eh bien on pouvait s'endetter plus que si on avait eu un taux d'intérêt français. Voilà. Donc ça, c'est effectivement, c'est pas simplement une note en bas de page, puisque nos déficits d'aujourd'hui sont largement ancrés dans ça. Voilà. Donc globalement, nous avons essayé de synthétiser en deux séances. Il faudra que tu nous parles de la dédollarisation. Voilà. Ce que je te propose, c'est qu'on
attendent les commentaires, les questions Oui. à cette vidéo. Et nous ferons une vidéo dédollarisation et monde d'après en réponse à ces commentaires et ces questions. Puisque effectivement c'est ce qui se passe actuellement, c'est que ce système que nous avons décrit, donc aujourd'hui nous avons parlé de la période de l'entre-deux-guerres, avec l'introduction par les Américains du dollar as good as gold. Nous avons parlé de Bretton Woods, qui dure à peu près 30 ans, et nous avons parlé de ce demi-siècle absolument stupéfiant dans l'histoire monétaire mondiale, 1971, 2021-22. Dit système de change flottant. Voilà, et donc ce qui se passe actuellement, et nous expliquerons pourquoi la guerre d'Ukraine est l'un des déclencheurs de la crise, c'est pas le seul, mais c'est l'un des déclencheurs de la crise. Ce qui se passe actuellement, c'est que ce système du dollar roi, même impérial, du dollar empereur, ce système est en train de s'effriter, et même peut-être plus rapidement que ce qu'on avait pensé. Merci Édouard. Merci Eric.